De retour en direct, le club avec les experts, avec Sonny Anderson, avec Bruno Chéroux. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h45. Il est temps d'ouvrir le kiosque. Le kiosque du club, la revue de presse internationale. On va se retrouver de nouveau devant l'écran tactile. Sonny, je voulais commencer avec vous. Avec la presse brésilienne, parce qu'il y a beaucoup de choses au programme. Nouvelle journée, c'était la fin de la phase aller, on est d'accord. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a le Botafogo qui fait un retournement de situation, qui finit deuxième, deuxième de ce classement et qui est revenu à la fin de la rencontre 2-1 avec un super but d'Elias. On va voir les images effectivement de cette victoire de Botafogo 2-1. C'était face à la formation de Criciúma. Criciúma, qui a Lins qui ouvre le score avec la 4e minute. Et derrière, c'est le but d'Octavio, assez pas difficile à marquer, mais surtout on va dire les arrêts du jeu. Il y avait cette petite reprise d'Elias, magnifique, qui amène la victoire. Et 91e minute. 91e minute. 91e minute, la formation de Seedorf. Voilà, qui amène à la deuxième place Botafogo, qui revient de loin. Elias avec son numéro 39, Elias indiqué ainsi, qui fait la une sensationnelle du Canard Lens. Deuxième de ce classement au terme de la phase aller, c'est Cruzeiro, toujours leader. Là aussi, on va voir les images. Sonny, le leader qui s'est imposé, victoire 1-0. Face à Flamengo. Voilà, Cruzeiro qui aujourd'hui qui est largement devant dans ce classement, qui mérite énormément cette victoire. Image encore au Brésil, parce qu'on attendait tous la formation de Fluminense. Sonny en difficulté, on sait que Wanderlei Luxemburgo, le coach, lui aussi est acculé. Fred n'est plus là, blessé de longues semaines. Ça a donné quoi? Ça a donné que Fluminense qui a réussi à gagner, cette rencontre. Voilà, très malin dans le coup franc, et le gardien il repousse, et Biro, voilà, c'est Biro qui marque ce Biro. D'accord, ok. Voilà. D'accord. qui marque le but. Ça donne un petit peu on va dire d'oxygène à cette équipe de Fluminense, qui a eu beaucoup de banderoles aussi par rapport au rappeler que le Fluminense, quand ils étaient pour la remontée, il y a eu un état d'esprit collectif de tout un club, et qui est aujourd'hui en train de perdre. Voilà, c'est un peu la pression du côté de Fluminense. Donc on le rappelle, ce classement au terme de cette phase aller, 19 journées, c'est donc Cruzeiro leader avec 4 points d'avance sur la formation de Botafogo. On suit attentivement ce championnat brésilien. On file en Argentine. On salue Omar da Fonseca au passage, avec 2 informations fortes. La première, elle est ici, avec ce jeu de mots, Monumental, le nom monumental et le stade de River Plate, victoire de River. 3-0 face à Tigre, grâce à cet homme justement. On voit les images pour jouer ce jeu de mots. C'est Manu Lanzini, auteur d'un doublé face à la formation de Tigre. L'autre buteur, c'est Gio Simeone, le fils del Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Large victoire 3-0 de River Plate, qui fait du bien à River, avec donc ce doublé de Manu Lanzini. River est 13e du championnat argentin, toujours mené par Argentinos. Les grands clubs, Vélez est 9e et Boca Juniors est 11e. Attention à Boca, et on va en reparler tout de suite, parce que c'est également à la une de Olé. Regardez, c'est tout en haut. Ça a été une défaite surprise. On en avait parlé, sans Riquelme, sans Gago. Omar nous avait dit, impossible. Boca va s'imposer face à Olimpo. Défaite cuisante. 3-0. La défaite de Boca Juniors. On voit ces images, la défaite des hommes de Carlos Bianchi. Et du coup, c'est absolument incroyable. Sur Twitter, il y a une guerre qui s'est lancée, une guerre de hashtag, avec ceux qui veulent voir dehors Carlos Bianchi, andate Bianchi, en gros dégage Bianchi, et les protecteurs qui lui disent Soldados del Virrey. Virrey, c'est le surnom de Carlos Bianchi. Nous sommes les soldats du Virrey. Nous voulons le soutenir dans cette affaire. Il est en grande difficulté, le copain d'Omar da Fonseca. Ça, c'est à la une également donc du quotidien Olé. On file en Turquie maintenant. On salue tous les turcophones qui nous envoient tous les messages tous les jours, et notamment notre copain Umit. Avec 2 informations fortes. Vous le savez, c'est Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, qui va devoir choisir entre Galatasaray et la sélection nationale.
C'est l'heure de vérité, nous dit le canard AMK. Parce qu'en gros, Fatih Terim a dit « Ok, je suis d'accord pour occuper les 2 postes, et notamment pour les 4 matchs décisifs, qualificatifs de la Turquie pour la prochaine Coupe du Monde. Dans le même temps, il continue d'entraîner Galatasaray. Du coup, Galatasaray lui a fait une proposition de contrat. Eh bien, sachez que Fatih Terim ne l'a pas prolongé pour l'instant. Du coup, on se pose des questions parce qu'on sait que la fédération turque aimerait bien garder Fatih Terim et sur une longue durée, de 5 à 10 ans. Du coup, le canard nous le dit, Fatih Terim va devoir choisir, savoir s'il veut prolonger ou finalement partir bosser uniquement pour la fédération turque. C'est à suivre. Notez également là, concernant toujours Galatasaray, l'ancien joueur du Sporting, Bruma, le petit latéral, une vedette, qui le dit très clairement là, vous savez une chose, attendez de me voir jouer sous le maillot de Galatasaray, je vais faire des prouesses et à ce moment-là, vous pourrez m'appeler Monsieur Cristiano Ronaldo Bruma. Voilà, bon, c'est à suivre, les prestations du jeune Bruma sous les couleurs de Galatasaray. On y file justement au Portugal parce que Bruma est passé voir ses anciens copains du Sporting pour les saluer. Voilà, c'était juste pour montrer ce petit style, tranquille installé. Notez également ici une info concernant le FC Porto, le Français Eliaquim Mangala, défenseur central de Porto, qui a décidé de rester. Mais attention, parce que Manchester City est revenu à la charge. C'est également à la une de l'Ojogo. Parce qu'on le sait, regardez, Pellegrini, l'entraîneur de Manchester City, il a des gros problèmes en défense. Tous les cadres sont blessés. Si je me rappelle bien, Kompany est blessé. L'autre défenseur central, Nastasic, est blessé également. On a enrôlé De Michelis, qui est arrivé de Malaga, ancien club de Pellegrini. Et du coup, il s'est également blessé, De Michelis. Donc on est allé frapper à la porte de Porto pour dire à Porto, on le veut en janvier. Il y a une grosse offre qui se prépare pour Eliaquim Mangala. Est-ce que ce serait un bon coup pour lui, ça, d'aller rejoindre Manchester City, Bruno, pour le Français ? Il faut qu'il ait des garanties de temps de jeu et le problème c'est qu'aucun grand club ne pourra lui garantir de jouer. Quand vous avez parlé de Kompany, il y a Johan Lescott, il y a Nastasic qui sont tous de grands défenseurs centraux. Il va pouvoir en faire jouer que 2, Pellegrini, même s'il achète excessivement cher et que c'est un très bon joueur. Il faut qu'il ait des garanties de temps de jeu pour poursuivre sa progression et à un moment donné revenir en équipe de France. C'est ce que lui dit Fonseca, son coach, Sonny. Il lui dit reste là parce que tu vas être l'un des leaders du FC Porto pour cette Ligue des Champions. On lui fait la cour à Mangala. Il va rester à Porto selon vous ou partir en janvier ? C'est délicat parce que je pense qu'il va rester parce qu'une fois que les autres seront rétablis, ouais. Voilà, comme disait Bruno, il n'a pas la garantie de continuer, sauf s'il fait des performances vraiment extraordinaires. Mais là, il est dans un club on le sait que la progression elle est fantastique dans le court terme. Et Porto, je pense que c'est pour lui, il vaut mieux qu'il reste. Nastasic avec Kompany qui a été une paire redoutable la saison passée sous les couleurs de Manchester City. On file en Allemagne maintenant pour aller voir l'idole du peuple allemand en ce moment, c'est Monsieur Klose. On se pose une question, l'éternel Klose. Est-ce que c'est lui qui portera la Nationalmannschaft pour la prochaine Coupe du Monde ? Il aura 36 ans. Au démarrage de la Coupe du Monde, jamais une sélection allemande n'a eu un numéro 9 aussi âgé, entre guillemets. Il vient d'égaler le record de Gerd Müller comme meilleur buteur de la sélection et de la Nationalmannschaft. Un avis, on va revoir le but d'ailleurs de Klose dans ce match face à l'Autriche. Victoire 3-0 des Allemands. Est-ce qu'il sera le numéro 9 titulaire d'après vous pour la Coupe du Monde au Brésil, Klose ? Il sera très certainement dans le groupe. Après, savoir s'il sera titulaire, il faudra voir les autres performances des avant-centres allemands. Mais quand on voit encore les qualités de performance qu'il est capable d'avoir, quand on sait qu'il va être titulaire très certainement toute la saison avec la Lazio de Rome, et puis qu'il y a quand même en tête ce record de Gerd Müller à battre, je pense que ce sera un élément important de l'équipe d'Allemagne à la Coupe du Monde. En parlant de l'Italie, on va filer justement sur la presse italienne. C'est juste pour vous, mon cher Bruno, parce que ce week-end, cela reprend. On est d'accord, la Serie A reprend. Regardez, c'est à la une de la Gazzetta dello Sport. On est là, ce grand A de Serie A. C'est également à la une de Tuttosport, avec un homme qui parle fort en ce moment. C'est Carlos Tevez, le buteur de la Juve. Il a de quoi, en plus. Turbo Tevez, petit jeu de mots, parce qu'il était présent à Monza pour le Grand Prix de Formule 1. Donc on lui a posé des petites questions dans ce cadre-là. Quels sont les objectifs de la Juve? Il a dit 1, le Scudetto, 2, la Champions League. Dans cet ordre-là, est-ce que la Juve est armée encore, Bruno, pour aller chercher ce double trophée? Je pense qu'ils seront encore meilleurs que la saison dernière. Tevez sera plus fort que Giovinco pour être associé à Vucinic devant. Et puis on va reparler de Paul Pogba qui pour moi est plus fort que Marquisio pour compléter ce milieu à 3 avec Pirlo et Vidal. Donc ils seront très certainement l'un des favoris
pour le Scudetto et pour la Champions League. Regardez, toujours en Italie, une autre une, celle du Corriere dello Sport, avec un message fort du coach Prandelli, le sélectionneur qui, vous le savez, pourrait quitter la sélection italienne au sortir de cette Coupe du Monde pour avoir son groupe bien en main. Il a changé de mode, il a tout simplement annoncé qu'il allait emmener les familles pour la Coupe du Monde pour que les joueurs se sentent bien, tout simplement. C'est plutôt bien vu, ça, non? Ou c'est Non, mais politico moi, c'est quand même un départ un mois quand même de la Coupe du Monde. Si la famille peut être présente, pas vraiment tout le temps au centre d'entraînement, mais c'est d'être présent, savoir que les proches sont à côté, ça pourrait amener en plus, ça fait quand même des vacances au Brésil, Alex, hein. Ouais. C'est pas mal. Enfin, regardez la une qui concerne la formation de Rudy Garcia, la AS Roma, avec une forte sur cette affaire encore. Vous savez, le bus de Hellas Vérone lors du dernier match de championnat qui avait été caillassé par des supporters de la Roma. Là, il y a des sanctions qui pourraient tomber, notamment contre une frange de supporters. On pourrait peut-être même fermer un côté de supporters, côté romain. On a peur du côté de l'AS Roma de voir ces sanctions tomber. En parlant de la Serie A, notez ce rendez-vous important, Bruno, vous serez aux côtés de Philippe Genin. Ce sera dimanche soir, le grand match du club du dimanche, prise d'antenne 19h, en clair, en direct, en public. C'est le derby de Gênes, c'est ça ? Le derby de la Lanterne, qui est l'un des derbys historiques d'Italie et qui sera très certainement très très chaud entre la Samp et le Genoa. Notez bien ce rendez-vous, c'est donc dimanche soir avec Bruno et avec Philippe Genin. Et on a envoyé toutes les équipes beIN Sport sur place à Gênes pour vous proposer un reportage énorme sur cette ville qui vit avec ces deux équipes de football. Et c'est monsieur Didier Deschamps qui sera notre invité ce dimanche. Quelle actualité sur l'équipe de France. Il sera à nos côtés, donc en clair, en direct, en public, dimanche soir 19h, www.beINSport.fr si vous voulez venir assister à cette émission en public aux côtés du sélectionneur de l'équipe de France. On continue sur l'actualité de la presse étrangère. Je vous emmène en Espagne. Il y a une grosse question qui se pose parce qu'il y a une réunion très importante aujourd'hui à Valence. Vous savez que le club est sous la dette, une grosse dette qui ronge le club de Valence. Il y avait aujourd'hui une réunion très très importante entre tous les actionnaires, Bankia qui est une banque espagnole, la Generalitat qui est en gros le conseil régional qui a des droits sur la gestion de Valence, le club et la fondation du FC Valence qui également est partie prenante dans les décisions de direction. C'est une journée très très importante du côté de Valence pour l'avenir du club parce qu'on pourrait peut-être de nouveau voir le club mis en vente dans les prochaines heures. En marge de cela, le groupe sportif va bien. Regardez ce petit clip et je vous explique de quoi il s'agit. Regardez ça. Alors, c'est pas évident à comprendre. Vous avez vu cette date du 12 septembre, cette flèche positionnée au milieu du terrain d'entraînement. On voit Mitchell arrivé de Levante qui a signé à Valence, nouveau joueur star qui trébuche. Et on voit Sergio Canales qui le regarde et qui vient l'aider. Le message n'est pas très clair, mais en fait, c'est un jeu concours qui a été lancé à Valence. Si vous êtes supporter de Valence, vous avez jusqu'au 11 septembre, minuit, pour envoyer une photo et un petit texte pour expliquer au club de Valence pourquoi vous sentez le FC Valence au plus profond de vous. Si vous remportez ce concours, vous gagnez un abonnement gratuit pour toute la saison sous les couleurs du FC Valence. C'est donc jusqu'au 11 à minuit. Résultat du jeu, tout le monde peut jouer sur toute la planète. Résultat du jeu, le 12, voilà pourquoi la date du 12, à midi. Résultat donné sur le site officiel du FC Valence. On déroule maintenant avec l'actualité du Barça, messieurs, avec une image qui est très forte. Regardez, c'était le retour de Tito Vilanova. Vous le savez, il est en cure de chimiothérapie, cancer de la glande avec la parotide. Il est venu voir son fiston, Adria, qui joue avec la juvénile B de l'équipe du Barça. C'est une image un peu dure, tout de même. Bon, c'est une réalité, on le sait, il combat ce dur fléau. Bienvenue, Tito. La presse catalane qui accompagne bien entendu le retour de Tito Vilanova. À la une d'El Now, maintenant, l'autre presse catalane. Sony, on dit qu'on a trouvé, c'est sûr, la paire de défenseurs. La défense centrale du Barça, ce sera Piqué et Mascherano pour toute la saison. Il faut vraiment voir Puyol quand il va vraiment revenir au niveau, parce qu'on sait que c'est un capitaine, c'est le patron de cette défense. Avec Mascherano, pour moi, c'est l'homme sûr de cette défense. La question toujours sur Piqué, qui fait de haut, de bas dans toute la saison.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la performance de ces deux joueurs qui amènent vraiment à être titulaires. Il faut attendre quand même Puyol pour voir quel niveau il va venir, parce que c'est quand même le patron de Barça. La paire stable, le duo stable à la une d'El Nao. La une suivante, elle est pour vous. Bruno, regardez, c'est la potion magique de Neymar. Pour gagner 300 kilocalories par jour et tenir les enchaînements, ils ont fait un petit ratio comme ça des boissons énergétiques que boit Neymar. Je vous donnerai la petite recette. Okay. Pourquoi vous croyez que j'en ai besoin? Non, je sais pas, mais on a un gros rythme à tenir. Là, vous partez avec Pipo en Italie. Semaine suivante encore, il vous faut un peu de... Pipo, ça va, j'ai aucune inquiétude concernant Pipo. On continue sur les presses espagnoles. On file concernant le Real Madrid. Regardez, Zinedine Zidane qui a annoncé qu'aucun joueur vaut 100 millions d'euros. On parle bien entendu du transfert de Gareth Bale. Et enfin, à la une de Marca, on voulait finir sur cette une parce qu'attention, la pression est sur Karim Benzema. Il doit réussir avec le Real Madrid. Il va avoir quelques semaines pour ce faire. Sinon, le Real Madrid est prêt à débourser 50 millions d'euros pour un nouveau numéro 9 dans le marché hivernal. Deux cibles. Falcao de l'AS Monaco et Luis Suarez, l'homme de Liverpool et l'homme de la sélection également uruguayenne. On a voulu du coup ce soir vous proposer ce portrait. Je vous l'avais annoncé, le portrait de Luis Suarez, l'enfant de Salto, tout comme Edinson Cavani, l'uruguayen du Paris Saint-Germain. Regardez ce portrait sur les traces de Luis Suarez et c'est signé Florian Demez. On le surnomme le pistolero et il a fait ce week-end une nouvelle victime. Deux balles bien placées, le Pérou s'effondre. Luis Suarez offre la victoire à l'Uruguay, une victoire essentielle sur la route vers la Coupe du Monde. Aujourd'hui en sélection, Suarez est incontournable. En Europe, les clubs se l'arrachent. Retour sur le parcours de l'enfant terrible du football uruguayen. Comme son compère en sélection Edinson Cavani, c'est à Salto, la deuxième ville du pays, que Luis Suarez voit le jour. Une ville thermale de 100 000 habitants à la frontière brésilienne, où habite toujours aujourd'hui la famille du joueur. Sa grand-mère a conservé toutes les photos de son petit-fils. Este es Masi. Este es el mayor de todos es Paolo. Paolo. Después viene él. Luis. Después viene Maxi y Diego el más chico. Parmi les 7 enfants de la famille Suarez, Luis est l'un des plus turbulents, mais également le plus doué pour le football. À Salto, il fait ses premières armes au sein de l'équipe du quartier, avant de suivre ses parents jusqu'à Montevideo, la capitale, où il intègre à 14 ans l'équipe de jeunes du National. Le jeune Luis est doué, mais se fait également remarquer pour son comportement, son penchant pour l'alcool et la fête. Des écarts qui lui valent les foudres de son entraîneur, mais qui ne l'empêchent pas dès sa première saison en pro de remporter le championnat. Corre Suárez habilitado, y se viene el tercero de Nacional y va Luisito, ¡Gol! Avec 12 buts en une saison, Luis Suarez titille les recruteurs européens. À seulement 18 ans, il débarque sur le vieux continent à Groningen, aux Pays-Bas, avant de rejoindre dès l'année suivante l'Ajax Amsterdam. En 3 ans et demi sous ses nouvelles couleurs, Suarez inscrit 111 buts. Il gagne l'admiration des supporters, mais également un nouveau surnom, le cannibale, quand au cours d'une rencontre énervée, il mord au cou un joueur adverse. Un épisode à l'image de la carrière de ce joueur sulfureux, où s'entremêlent buts et gestes violents. L'Ajax avait déboursé 7,5 millions d'euros en 2007 pour recruter l'Uruguayen. Liverpool, à la recherche du successeur de Fernando Torres, en offre 26,5 en 2011. Présenté en compagnie d'Andy Carroll, Luis Suarez est un pari gagnant puisqu'il continue d'enchaîner les buts, 51 depuis son arrivée en Première Ligue. Mais chez les Reds, il va continuer à faire parler de lui. Insulte raciste à destination du Français Patrice Evra, mais aussi nouvelle morsure, au bras cette fois sur le joueur de Chelsea, Ivanovic. Des incidents sans réel impact sur la cote d'amour de l'attaquant de 26 ans, deuxième meilleur buteur de Première Ligue l'an dernier. Cet été, la presse espagnole s'enflamme, le Real Madrid le veut. Suarez, lui, est loin d'être insensible à l'intérêt du club madrilène.
a equipos como Real Madrid, equipos como el Barcelona, Bayern Múnich, todos los equipos grandes que uno quiere estar, que sueña estar, siempre es imposible decirle que no. Impossible de dire non et pourtant c'est en tant que joueur de Liverpool que Suarez rejoint sa sélection la semaine dernière pour affronter le Pérou. Ces 2 buts lui permettent de repasser devant Diego Forlán au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe uruguayenne. Un nouveau statut qui ne risque pas de calmer les ardeurs du Real, qui offrirait désormais selon Marca 50 millions d'euros pour le faire venir. Le petit garçon de Salto est toujours aussi turbulent, mais il a bien grandi. Ce petit visage de Luis Suarez, c'est signé Florian Domez et au montage Béatrice Elia Marcos. Messieurs les experts, est-ce que le Real Madrid a besoin de ce numéro 9, comme l'annonce Marca? Bruno. Oui, très certainement. C'est vrai que c'est peut-être, malgré les performances de Karim Benzema au Real qui restent assez satisfaisantes, il manque peut-être encore d'un plus grand numéro. Après, quand on parle de 50 millions, je ne suis pas sûr que ça suffise pour Falcao, pour Luis Suarez. Quand on voit qu'ils ont été capables de débourser 100 millions pour Bale, s'ils sont capables de mettre 100 millions pour Bale, pour moi, un garçon comme Falcao, comme Suarez, ça vaut plus que ça. Est-ce que c'est effectivement, Sony, pression supplémentaire sur Benzema? Vous voyez, c'est marqué là dans l'intertitre. Le Real Madrid est prêt à lâcher ce chiffre pour engager, lors du mercato d'hiver, un attaquant si Benzema n'explose pas. Oui, parce qu'on le sait quand même qu'Ancelotti, lui aussi, il a annoncé qu'il veut plus. Il veut que Karim Benzema travaille beaucoup plus, qu'il fait plus encore dans les matchs. C'est pour mettre une pression, c'est pour aussi avoir un grand numéro 9 qui est mondialement connu, qu'on a la sûreté de marquer au moins 15 à 20 buts dans la saison. Et c'est là, aujourd'hui, est-ce que Karim Benzema au Real, avec Cristiano Ronaldo, il peut marquer 25, 30 buts. Falcao, il est capable, il a déjà démontré l'Atlético de Madrid. Suarez, c'est un joueur aussi. Mais là, ce que vous disait Bruno, 50 millions pour l'un ou l'autre, pour moi, c'est pas assez vu le montant qu'ils ont payé pour Bale. Est-ce que selon vous, Karim Benzema sera titulaire pour le match de demain? Si ça, moi je le mettrais titulaire, oui. Parce qu'un attaquant, moi je fais toujours confiance, parce que moi je répète, c'est l'animation aussi autour de lui qu'il faut qu'elle améliore, il faut qu'elle soit beaucoup plus efficace. Si lui il marque au Real et que Giroud il marque à Arsenal, c'est qu'il y a un problème quand même de l'animation de l'équipe de France, qu'ils n'arrivent pas à marquer. Et c'est là où il faut travailler pour la France, c'est de le servir, de faire en sorte que le ballon il arrive plus facilement dans la surface de réparation, donner des bons ballons. Moi, je vais continuer à faire confiance. Réponse demain avec Didier Deschamps sur la titularisation ou non de Karim Benzema à la pointe de cette attaque. Je voulais avoir également un éclairage ce soir. On parlait tout à l'heure dans la revue de presse internationale de Klose, à la tête de cette équipe de la Nationalmannschaft. Focus de nouveau ce soir d'ailleurs sur cette équipe de Löw, avec cette victoire 3-0 face à l'Autriche. On revoit les buts de cette rencontre. Intéressant Bruno, parce que tout à l'heure on parlait de l'expérience de l'équipe de France. L'équipe d'Allemagne est jeune. On est d'accord, et pourtant elle est déjà très expérimentée. Il y a quelque chose d'assez fort dans cette équipe de Joachim Löw. Oui, mais malgré tout, ils ont un axe qui bouge rarement et qui reste suffisamment costaud pour que les joueurs qui rentrent dans le schéma puissent être tous performants. Après, les Allemands, je pense que contrairement aux Français, et c'est peut-être la petite leçon qu'on devrait prendre de ces grandes nations comme l'Italie, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, ils se posent certainement moins de questions que nous. C'est vrai que nous, on ne sait pas qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. À un moment donné, on est sur le terrain. Voilà, peu importe qui joue, quelle est l'animation, quel est le système de jeu, il faut gagner. L'Italie a été très moyenne, ils ont gagné. L'Allemagne, bon, ils ont eu la chance de marquer assez vite avec Klose, qui a déclenché après un 3-0 assez facile. Mais ils se posent moins de questions. C'est vrai qu'ils ont de la jeunesse, ils ont de l'expérience avec Klose, avec Ozil, avec Müller qu'on voit là. C'est un bon amalgame, mais avec un groupe de 14, 15, 18 joueurs qui ne changent jamais. Ils ont leurs automatismes, ce qui leur permet d'avoir une assise
et de gagner des matchs plus facilement que la France. Regardez en parlant d'assises, le tableau de bord de ce match des Allemands face à l'Autriche, 65% de possession, 17 frappes, 10 cadrés, 3 buts pour l'Allemagne. C'est là des chiffres ultra positifs, on est d'accord, Sony, avec un chiffre qui m'intéresse aussi souvent, on vous le met en bas, comme ça, et on le souligne quand effectivement il y a un axe intéressant. Regardez sur les 17 frappes, Sony, il y en a 12 dans la surface de réparation. Une force de pénétration incroyable de la part de l'équipe allemande. Ouais, oui, pour revenir à ce que disait Bruno, comparer l'équipe de France, et aussi l'équipe de France a eu quand même 12 frappes à l'intérieur de la surface de réparation et 0 but. Là, l'Allemagne, ils ont quand même... c'est des joueurs, Bruno, c'est un jeu qui est fluide, ça va vers l'avant. C'est des joueurs qui sont des joueurs offensifs, qui dira, on sait qu'il est capable d'aller dans la surface des réparations, et on voit qu'il manque quand même pas mal de joueurs dans cet effectif-là. Bruno, pour accompagner vos propos tout à l'heure, regardez, on l'a vu hier dans le club du dimanche, c'était l'homme de la semaine pour nous, Özil, qui a signé donc à Arsenal. On a fait un focus sur lui avec cette position d'ailleurs la plus haute de l'équipe allemande, sur ce travail en déviation, en pivot de Klose. Sur ce travail de Klose et peut-être même de Müller, parce que c'est un homme fort en ce moment de la Mannschaft, ça a peut-être même été le meilleur joueur de ce match. Oui, effectivement, Müller, il fait peu parler de lui. Il n'y a pas beaucoup de chichi, mais contrairement à tout à l'heure, ce qu'on parlait de Lucas, il est dans l'efficacité à outrance. À chaque match, il marque un but ou il fait une passe décisive. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le sport de haut niveau, et notamment le football, il faut quand même des stats, il faut quand même des chiffres. Et contrairement à Lucas, un joueur comme Müller, il parvient à être très bon dans le jeu, mais également être décisif dans les moments chauds. Et l'année dernière, avec le Bayern de Munich, on en a un peu moins parlé que Franck Ribéry, que Arjen Robben. Mais ça a été aussi un élément prépondérant pour les succès que le Bayern a connus et la domination qu'a exercé le Bayern sur l'Europe. Et on en parle peu, c'est vrai qu'il n'est pas trop funky, pas trop flashy, mais au final, quelle efficacité, quelle justesse, et il est toujours là quand il le faut. Oui, c'est qu'il est capable de jouer sur le côté, Alex, mais être aussi à l'intérieur du jeu et d'aller dans la surface de réparation, d'être décisif, voilà, et respecter les consignes. Il joue à droite quand il faut jouer à droite parce qu'il a besoin de lui à côté droit. Et intelligemment, il va rentrer dans la surface de réparation, il va aller dans l'axe pour aider dans ce jeu intérieur. Voilà, il est intelligent, il ne va pas rester là-bas fixé sur le côté parce qu'on n'a pas besoin de lui là-bas, on a besoin de lui dans la surface de réparation. Il a commencé à l'extérieur, côté droit, il finit devant le but. Là, c'est l'intelligence du joueur, très très fort dans ce domaine-là. Et c'est un joueur qui est très très intelligent. Thomas Müller, meilleur homme de ce match selon nous. Regardez avec les stats accompagnés, 5 tirs, 5 cadrés. Le ratio est à 100%, 80 ballons joués. C'est énormissime également pour ses postes offensifs, avec 8 duels gagnés sur 12. Très bon chiffre pour Thomas Müller. Revenons peut-être sur la composition d'équipe offerte tout à l'heure. Je voulais avoir, regardez, parce qu'on a parlé beaucoup du système offensif. Je voulais juste avoir votre avis sur la charnière centrale. Boateng, Mertesacker. Intéressant parce que regardez dans les colonnes de Bild, juste au lendemain du match, on n'a pas cette une, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous souligner que nos confrères allemands avaient souligné la qualité de cette charnière parce qu'il y avait également Hummels, qui normalement était prétendant à cette place de titulaire. Il reste aujourd'hui sur le banc. C'est bien cette paire qui semble être la paire de titulaires de la National Mannschaft. Regardez également ces images. Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix de Joachim Löw sur ce duo ? Effectivement, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de complémentarité entre Boateng et Mertesacker. Mertesacker qui a été en grande difficulté à ses débuts à Arsenal, il a mis du temps à s'adapter au rythme et à la vitesse du jeu anglais. Et depuis quelques temps, Arsène Wenger en avait même fait à un moment donné son capitaine, ce qui lui a donné énormément de confiance. Il a élevé son niveau de performance. Et Mertesacker, c'est vrai que c'est dans le domaine aérien qu'il excelle, dans le placement. Et après, Boateng, avec la qualité qu'il a dans les duels et dans la vitesse, ça peut être très complémentaire. C'est vrai que c'est des défenseurs qui ont à peu près on va dire le même jeu dans physique, hein, parce que des ballons le seul souci qu'ils peuvent avoir ces deux jeux-là, c'est des ballons en profondeur. On sait que Boateng, c'est pas un joueur qui est très très rapide, mais dans la surface de réparation, il n'y aura pas de souci. Ils sont complémentaires, ils sont des joueurs qui savent vraiment défendre le joueur, le 1 contre 1. Et quand l'équipe a gagné 3-0, l'entraîneur dit toujours, voilà, j'ai trouvé vraiment ma défense parce que j'ai pas pris de but tous ces soirs. L'équipe allemande, on est d'accord, a l'air bien, hein, bien lancée. Elle a l'air bien, mais malgré tout, Boateng, Mertesacker, ça reste, entre guillemets, le maillon faible de cette équipe. Quand on a parlé avant de la qualité et de la variété des joueurs
offensif, Mertesacker, Boateng, on peut mieux faire, je pense. J'aime bien cet avis. Il est très tranché, Bruno Chéroux, ce soir. C'est bien. Ça me plaît. On a encore plein d'images de ce football international à vous montrer. C'est compilé par mademoiselle Aurore Thibault. Cela signifie JT des JT. Et au montage, Florian Fernandez. Après Lopez ou Casillas, maintenant Víctor Iker, Casillas o Valdés. Casillas ou Valdés, le feuilleton du moment sur les télés espagnoles. Avantage Iker face à la Finlande et en vertu de l'alternance demain contre le Chili, ça pourrait être Victor. Depuis une semaine avec les joueurs de l'Aurora, face à ce débat, on a toujours la même réponse. Y luego el míster es el que decide. Hay que respetar la decisión del míster. Hay que aceptar, hay que respetar la decisión del míster. El Mister Vicente Del Bosque sur la Quattro. Quand il parle gardien, il est coupé dans son élan, bien malgré lui. Tenemos 3 porteros extraordinarios, 3 porteros que cualquiera de ellos puede jugar perfectamente. Le traducteur qui vient d'éructer continue son travail l'air de rien. Et on admire la réaction stoïque du sélectionneur espagnol. Casillas Valdés également sur TV13 avec Sandro Rossell. La rumeur Casillas pour succéder à Valdés en fin de contrat avec le Barça en juin prochain. Là, le président dit non. No veig el Casillas amb l'escut del Barça al pit, no el veig. Perquè són icones que corresponen, és com si, diguéssim, com si el Madrid consideraria fitxar el Xavi. À propos du Real, son avis sur le transfert de Gareth Bale. El Madrid ha comprat el Bale per 100 milions d'euros i els seus socis estan feliços i contents i els tenen i ho poden pagar, és un problema d'ells. Si nosaltres ho féssim aquí, és molt probable que els nostres socis muntessin un pollastre. Autre sujet, les récentes déclarations d'Eric Abidal au journal L'Équipe vendredi dernier. Fa unes declaracions al diari L'Équipe on diu que mentre ell va estar de baixa, aquesta segona etapa, el Barça no li va pagar. Ens ho pot aclarir? Jo el que puc aclarir és que a l'Eric Abidal se li ha pagat tot, el que el Barça tenia per contracte, tot, no se li deu ni un euro. Però em sembla que ell ja ens ha trucat i ha dit que no s'havia interpretat correctament. Enfin, un petit mot sur l'adaptation de Neymar. I Neymar, la vida a Barcelona, li prova? Vostè que és brasiler, m'imagino que... Sí, li agrada molt. Per un brasiler, Barcelona és una ciutat molt brasilera. Neymar, justement, avec un nouveau supporter et non des moindres. Jogador que te encanta em especial na seleção brasileira, Maradona? Neymar, sin ninguna duda. Maradona plutôt élogieux envers le Brésilien et réciproquement. L'Argentin au petit soin des Brésiliens pour Dani Alves, actuellement blessé. Son kiné, c'est le sosie de Diego. C'est ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Maradona, le vrai, et le Brésil, suite. Sur TV Globo, El Pibe de Oro était il y a peu à São Paulo avec d'autres joueurs sud-américains, notamment Chilavert ou Romario, unis contre la CONMEBOL, la fédération sud-américaine de foot qu'ils accusent de corruption. Hemos visto con mucho estupor y con gran tristeza que el fútbol es de poucos. Imaginava que existisse uma instituição mais corrupta do que a FIFA e que a CBF. Le foot sud-américain côté fête et terrain sur Caracol TV, Colombie-Équateur vendredi. Le but de la victoire signé James Rodriguez a noté l'envolée vocale de ce commentateur. Top chrono. Secondes sans reprendre son souffle, chapeau.